L'abbaye de Royaumont à 40 km au nord de Paris. La dimension des bâtiments prouve l'importance du monument. En fait, son aura était immense, ayant été fondée par Saint Louis et attirant de toute l'Île-de-France les visiteurs, éblouis par son architecture gothique très pure. Hélas, toutes ces qualités réunies n'empêchèrent pas l'abbaye d'être saccagée à la Révolution française. L'abbaye de Royaumont en fuite. Les 10 derniers moines dispersés, l'abbaye est à l'encan. Elle est rachetée non par un sans-culotte, mais par un aristocrate, le marquis de Travanet, qui naguère avait ses entrées dans les salons de Marie-Antoinette. En dépit de ses origines et en dépit de sa formation catholique, il se révèle un redoutable vandale. Pour effacer les marques de la superstition et le culte de la royauté, ce sont ses propres paroles, il enlève les meubles, l'argenterie, les livres, les cloches et décide de transformer le vénérable monument en une filature de coton. Parmi les bâtiments, l'un d'entre eux ne trouve pas d'utilisation manufacturière, c'est l'église. Elle sera méticuleusement ruinée. En 1792, 300 ouvriers sont employés à sa destruction. Des bœufs tirant des cordes ébranlent les piliers qui tombent les uns après les autres, entraînant dans leur chute les voûtes. Aujourd'hui, plus rien ne reste de l'édifice. Les pierres, à l'exception de quelques-unes, ont disparu. Elles ont été réutilisées pour la construction des logements ouvriers. Le cloître à la ligne si pure où aimaient se retrouver les moines a manqué à voir le même sort, non qu'on ait voulu le ruiner volontairement, mais l'accrochage à ces voûtes délicates de lourdes machines pour filer le coton manqua d'ébranler le monument. Heureusement, il n'en fut rien. Le système de construction gothique restait à toute épreuve. Par chance, l'usine Sinossi finit par partir. Elle fut délocalisée et elle fut remplacée par une institution plus convenable, la Sainte Famille de Bordeaux. À peine installées dans les lieux, les religieuses confient à un architecte, Charles Vernier, le soin de restaurer une partie de l'édifice. C'est cette admirable salle qui servait autrefois de réfectoire qui bénéficia de tous ces soins. Il y installera la chapelle en refaisant les vitraux qui existent toujours. Mais cette période plutôt faste ne dura qu'un temps. Avec le tournant du siècle, c'est à nouveau la tourmente. Les lois antireligieuses que fait voter le père Combes chassent des religieuses de la Sainte Famille de Bordeaux. Elles s'en vont. Royaumont est à nouveau à l'encan. Après tant de déboires, une nouvelle chance s'offre pour l'abbaye. Une famille, les Gouin, la rachète pour en refaire une résidence privée, mais rapidement s'interroge sur la destination finale. Quelques années plus tard, la solution est trouvée. La résidence privée devient fondation culturelle. Et certes, cette fondation est rigoureusement laïque. Elle n'en participe pas moins de l'esprit des moines, comme nous le confirme son directeur, Francis Maréchal. L'abbaye de Royaumont, en fait, m'a séduit et continue chaque jour de me séduire pour 2 raisons extrêmement fortes. C'est, je dirais, à la fois l'esprit de rencontre, l'esprit communautaire et l'esprit de liberté. Alors je pense que cet esprit communautaire, cet esprit de rencontre, c'est certainement aux moines, à cette communauté qui s'y est installée en 1228 à l'initiative de Saint-Louis qu'on le doit. C'est vrai qu'aujourd'hui encore, l'organisation architecturale des bâtiments fait que tout incite à la rencontre, tout incite à la communauté. Et comme Royaumont, effectivement, a fondé son projet sur cet esprit justement de travail en équipe, c'est un lieu qui, en permanence, est absolument productif, qui incite justement à cette compréhension entre les êtres, à ce dialogue, à ce travail donc partagé à plusieurs. L'autre aspect qui m'intéresse à Royaumont et que je vis aussi tous les jours, c'est cet esprit de liberté. Malgré une histoire très riche, très lourde pourrait-on dire, toutes les grandes figures qui ont vécu depuis Saint-Louis jusqu'à Mazarin, en passant par bien d'autres, et jusqu'à Henri Gouin, donc le fondateur donc, de cette fondation, c'est vrai que la liberté, une certaine aisance par rapport à l'usage des bâtiments qui ont toujours été utilisés pour plusieurs fonctions simultanées, sont toujours effectivement très à l'œuvre dans l'abbaye de Royaumont aujourd'hui.
Ainsi donc, l'esprit cistercien est sensible non seulement dans l'architecture, mais encore dans les œuvres d'art disséminées dans les salles et qui forment à elles seules un véritable petit musée. Les sculptures en tout premier lieu, que ce soit le Christ en croix ou Marie et Jean, témoignent d'un sens psychologique aigu et raffiné. Nous sommes loin du temps où le sculpteur roman, par des figures malhabiles, essayait d'exprimer les seules angoisses de son temps. L'art du vitrail participe de cette même ferveur figurative. L'abbaye de Royaumont n'en a conservé que quelques éléments, mais significatifs pour témoigner de ce style nouveau qui s'annonce. Plus de mosaïques que l'on déchiffre péniblement dans la pénombre, mais de grandes verrières désormais éclaboussées de lumière. Et que dire de la tapisserie? Dès le XIVe siècle, elle décore les murs de ses chatoyantes couleurs. C'est en effet à la couleur que toute la tapisserie médiévale est vouée. Du rouge au bleu profond, de l'or à l'argent, les fils colorés se croisent et s'entrecroisent, sacrifiant la ressemblance et même la perspective à ce dieu tyrannique qui est la couleur. À côté de la tapisserie, la musique, elle participe à la même fonction décorative. Encore faut-il l'écouter comme on l'entendait au Moyen-Âge. C'est dans ce but que la Fondation a reconstitué un orgue roman. Il a été fabriqué suivant les indications très précises données au XIe siècle par le moine Théophile. Ainsi, Royaumont résonne aujourd'hui d'accents authentiques. L'esprit de Royaumont n'est donc pas mort. Il vit toujours de Saint-Louis à Henri Gouin, et cela malgré les périodes si sombres que le monument a traversées. Le